merci aussi de venir à ce séminaire. Donc, ça me fait plaisir d'abord de venir ici pour l'enseignement, pour vous voir, mais aussi pour partager avec vous quelques activités. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un séminaire effectivement sur la spectroscopie musculaire. Ce que peut apporter, en fait, c'est pas seulement sur les nanomatériaux, mais sur les matériaux en général, pas seulement les nanomatériaux. Donc peut-être que donc moi je travaille à l'université du Mans. Donc le Mans c'est une petite ville qui se trouve donc dans l'ouest de la France, entre Paris et Nantes. Donc je travaille dans une université qui est assez jeune. C'est une université qui a été créée en 1977. Donc il y a 12 000 étudiants, on est sur 2 campus. Donc le campus où je travaille c'est au Mans, mais on a aussi un campus à Laval. Donc Laval c'est une ville qui est à peu près par ici, par rapport au Mans. Voilà, donc vous voyez ici que le Mans n'est pas très très loin de Paris, puisqu'on est qu'à une heure de train de Paris. Donc dans cette université, il y a 12 000 étudiants, il y a 1000 staff, dans 650 enseignants-chercheurs. Donc moi je travaille dans cet institut qui s'appelle l'Institut des molécules et des matériaux, où il y a à peu près une centaine de personnes, enseignants, administratifs, techniciens, étudiants. Donc, sans compter qu'en étudiants, les étudiants qui sont en thèse ou des post-docs. Donc les étudiants en master ne sont pas comptés là-dedans. Donc on travaille sur quoi dans cet institut? Donc on travaille, en fait dans cet institut il y a trois profils de chercheurs. Il y a des chimistes, donc il y a 75% de chimistes. Il y a des physiciens, moi je fais partie des 25% de physiciens, et puis il y a des physico-chimistes. Et donc on travaille sur la synthèse organique, donc ce sont des gens qui travaillent pour fabriquer des molécules pour la santé. On a des sujets sur les polymères, donc des formulations des polymères pour diverses applications. On a aussi des gens qui travaillent sur la matériaux inorganiques, donc tout ce qui est matériau qui ne contient pas du carbone, en gros pour simplifier. Donc ils travaillent surtout pour tout ce qui est stockage de l'hydrogène et tout ce qui est batterie nouvelle génération. Et moi je travaille dans le troisième, donc dans le pôle de physicien qui s'appelle physique des systèmes confinés. Donc, comme son nom l'indique, on travaille surtout sur les nanomatériaux. Donc il y a des nanomatériaux magnétiques, il y a des nanomatériaux semi-conducteurs, il y a des nanomatériaux sous forme de film, de nanoparticules, sous forme de fluide, sous différentes formes. Et personnellement, je suis plus impliqué Voilà. Donc, moi je travaille plus sur la partie ici, nanostructure, puisque j'essaie de comprendre quel est l'effet de la réduction de la taille d'un objet sur ses propriétés magnétiques. Donc, vous savez que quand le système est considéré comme un film, donc on dit qu'on est dans un système macroscopique, donc tous les lois semi-infinies de la physique sont applicables. Lorsqu'on est plutôt dans le système atomique ou moléculaire, donc ça c'est la mécanique quantique qui répond à ces questions-là, mais entre les deux, des fois c'est la mécanique quantique, des fois c'est les lois c'est les lois macroscopiques. Donc
il y a des nouvelles, il y a une nouvelle physique qui n'est pas encore tout à fait résolue, même si ça fait maintenant 30 ans que les gens travaillent là-dessus. Hein. La nanotechnologie, d'ailleurs, c'est même plus des thèmes émergents, c'est des vieux thèmes. Mais bon, il y a toujours des choses qui ne sont pas encore comprises. Donc, dans cet institut, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs plateformes d'instrumentation qui sont disponibles. Donc, il y a tout ce qui est spectroscopie. Donc, je vais parler de la spectroscopie musculaire, mais il y a aussi la spectroscopie électronique. Donc, tout ce qui est système qui ne sont pas magnétiques. Il y a aussi la RMN, par exemple. Il y a aussi tout ce qui est infrarouge, spectroscopie Raman. Donc il y a beaucoup de ces instruments-là. Il y a aussi beaucoup de microscopie électronique. Donc il y a des microscopies électroniques à balayage, à transmission, avec les systèmes d'analyse qui vont avec. Il y a aussi tout ce qui est diffraction des rayons X. Donc ce sont des équipements qui sont de base pour tous les gens qui travaillent sur les matériaux. Il y a beaucoup aussi d'équipements pour faire du traitement thermique, traitement sous laser. On a aussi des bancs laser puisqu'on a des équipes qui travaillent sur ce qu'ils appellent les spintroniques, donc sur la conduction par spin mais plus par électron. Et puis on a quelques équipements pour fabriquer des matériaux, que ce soit des matériaux que ce soit des méthodes physiques. Ainsi, vous avez un bâti, par exemple, pour faire des couches minces. Ici, vous avez quelques fours. Ici, vous avez des... ça, c'est la RPE. Mais aussi, on a des équipes de personnes qui ont créé des clusters de calcul, donc avec des PC, avec des communications très rapides, pour pouvoir faire des calculs à haute vitesse avant d'aller dans les centres nationaux qui possèdent des équipements plus performants. Donc les domaines d'application de toutes ces recherches qui sont menées, ça va de la chimie à l'environnement, à l'agriculture. Même on est dans une région où il y a beaucoup d'agriculture, à la microélectronique, à tout ce qui est transport. Donc, tout ce qui est aussi quelques études pour la métallurgie, mais c'est de moins en moins, mais il y a encore quelques équipes qui travaillent là-dessus. Donc on se veut aussi, donc les 4 thématiques en fait sociétales, c'est l'énergie, donc la santé et le bien-être, l'environnement et tout ce qui est mobilité. Donc voilà un peu les axes sur lesquels on travaille. Donc les 9 plateformes expérimentales que je viens de définir tout à l'heure. C'est aussi une université qui a beaucoup de relations internationales. Donc vous voyez que alors ces relations internationales sont soit sous forme de programmes européens, type Erasmus Mundus, donc c'est pour ça que moi je suis ici par exemple, que certains d'entre vous sont allés nous voir. Ça peut être aussi des doubles diplômes, ça peut être des laboratoires internationaux. Donc vous voyez, alors c'est pas marqué, on n'a pas mis ici un petit point rouge pour Madagascar, mais pourtant ça fait plusieurs années qu'on collabore, mais les gens qui s'occupent de ces cartes-là ne sont peut-être pas au courant. Donc ça, ce sont en gros tous les points avec lesquels notre université collabore. En termes d'enseignement, on a tout ce qui est dans le système LMD, licence, master, doctorat. On a aussi une école d'ingénieurs et un UIT avec 4 départements, donc département de chimie, mesures physiques, génie mécanique et gestion des entreprises.
Donc ici, ce qui est représenté ici, c'est seulement donc, en lien avec notre laboratoire. Donc on a un master de physique appliquée, un master de chimie et un master international qui est donc avec un consortium d'universités françaises et vietnamiennes qui est donc l'université de sciences et technologies de Hanoï. Donc ça veut dire quoi un master international? Ça veut dire que ces masters et les enseignants viennent de France et du Vietnam, et les étudiants aussi. Il y a des étudiants vietnamiens, il y a des étudiants français. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la spectroscopie Mossbauer. Donc, c'est une méthode de spectroscopie qui n'est pas très courante, mais qui peut rendre service à différents types d'études. Elle n'est pas courante parce qu'elle utilise une source nucléaire. Et à l'INSM, vous êtes bien placé pour savoir que détenir des sources nucléaires, c'est des contraintes importantes sur l'acquisition de la source, sur la sécurité des équipements et voire même du bâtiment. Et donc c'est beaucoup de paperasse en plus de la recherche qu'on doit faire. C'est beaucoup de difficultés depuis la guerre en Ukraine. C'est très difficile d'obtenir des sources nucléaires pour les raisons que vous savez. Et donc c'est une méthode qui n'existait pas beaucoup dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est peut-être intéressant d'en parler. Donc, je disais tout à l'heure que c'est une spectroscopie aussi de résonance. Donc ça ne marche que s'il y a résonance entre un système émetteur et un système récepteur. Donc la notion de résonance, on en trouve dans différents domaines. Ici, par exemple, dans le domaine de l'optique, on connaît la lampe à sodium, donc c'est une vieille lampe où donc lorsqu'on éclaire une lampe à sodium avec une source de sodium, une lampe sodium, là, il rentre en résonance parce que c'est les mêmes niveaux d'énergie, et donc ici on a une espèce de luminescence qui se produit. On connaît aussi les résonances en acoustique. Donc ici vous avez une onde acoustique qui est émise par un émetteur, et si la fréquence du récepteur est le même que la fréquence de l'émetteur, eh bien on rentre en résonance, et donc on entend même des fois un petit son particulier dû à cette résonance. En électronique, on connaît des circuits RLC, qui sont aussi des circuits résonants. Et donc, le Mossbauer, ce n'est pas des résonances, ici c'est des résonances au niveau électronique. Là, on est plus au niveau d'une structure. Le Mossbauer, c'est une résonance au niveau du noyau de l'atome. Donc, comme vous savez, l'atome est composé d'électrons et de noyaux, et donc le noyau de l'atome peut aussi absorber et émettre des rayonnements. Et donc, la résonance, on retrouve le principe de la résonance. Si vous avez un noyau émetteur et un noyau récepteur, on a résonance lorsque l'arrêt de résonance de l'émetteur coïncide avec l'arrêt de résonance du récepteur. Ça veut dire ici que le gap entre l'état fondamental et l'état excité sont exactement les mêmes. D'accord? Donc dans ce cas-là, on peut observer un phénomène de résonance. Mais ce phénomène de résonance, dans les noyaux atomiques,
peut être contrarié par deux choses. Donc la première, c'est ce qu'on appelle l'effet de recul. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque on envoie un rayonnement sur un noyau? Donc le noyau va l'absorber. Mais sauf que il n'y a pas seulement l'absorption, il y a aussi l'effet de recul. C'est comme lorsque, alors c'est pas bien de dire ça, mais si vous êtes chasseur, si vous tirez avec un fusil, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez qu'au moment où le tir est parti, vous reculez. D'accord? Et l'objet qui reçoit la balle aussi, en recevant la balle, peut aussi reculer. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet de recul. Alors, quel est l'impact de cet effet de recul sur les raies d'émission? Eh bien, ça va décaler les raies d'émission, donc vers les basses énergies pour l'émetteur et vers les hautes énergies pour le récepteur. Et donc, dans ce cas-là, on n'a plus cette coïncidence qu'on cherche, cette superposition, puisque les raies sont décalées. L'autre problème l'autre phénomène qui peut contrarier la résonance, c'est l'élargissement des raies. D'accord? Donc, avec l'élargissement des raies, donc par effet Doppler, donc si la température augmente, vous avez élargissement des raies, et donc dans ce cas-là, eh ben, vous voyez que le recouvrement aussi quand même reste très très faible. Donc là non plus, on n'aura pas de résonance. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir une résonance? Alors, tout ce que je viens de raconter là est vrai si l'atome était tout seul. Sauf que l'atome n'est pas tout seul. D'accord? Tout ce que j'ai raconté là, c'est vrai si l'atome est tout seul. Donc là, par exemple, on peut calculer ici quelle est la distance entre ces deux raies-là et ce qui empêche cet effet de... ce qui est la conséquence de cet effet de recul. On peut voir ici cette énergie de recul, en fait, est fonction de l'énergie d'émission, donc E gamma, divisé par 2mc au carré, où m est la masse de l'atome et c est la célérité. Et donc, dans ce cas-là, c'est impossible. Sauf qu'un atome n'est jamais tout seul. Un atome est dans un... Enfin, en tout cas, si on parle de la physique du solide, un atome est dans un réseau atomique. Et donc, l'énergie de recul, qui était inversement proportionnelle à la masse ici, d'un atome, si cette énergie de recul doit se produire au niveau du réseau, eh ben, il ne faudrait pas diviser par la masse de l'atome, il faudrait diviser par la masse des atomes du réseau, qui est nettement plus grand que les atomes, que la masse de l'atome individuel. Donc, ça va diminuer l'effet de recul. Mais sauf que dans un réseau, lorsque un réseau absorbe un rayonnement, il y a l'effet de recul qui est diminué, certes, mais il y a aussi la création de phonons. Alors, c'est quoi les phonons? Ce sont des vibrations atomiques. Donc, lorsque l'atome absorbe le rayon gamma, eh ben, il va vibrer autour de sa position d'équilibre, et c'est ça qui va enclencher une vibration atomique qu'on appelle le phonon. Donc, le phonon, c'est le quantum de vibration atomique. Donc, dans un état solide, on a deux phénomènes. On a l'absorption du rayon, du rayon gamma, mais qui est donc l'effet diminué à cause de la masse, mais on a aussi création de phonons. D'accord? Donc dans ce cas-là, malgré le fait qu'on a cette vibration de phonons et le fait aussi que
l'énergie de recul a diminué, on peut avoir une superposition des degrés et donc un possible phénomène de résonance observé. Mais donc en 1955, un chercheur, enfin à l'époque il était doctorant, un doctorant donc allemand, Rudolf Mossbauer, il était en train d'étudier le spectre d'émission je ne me rappelle plus de quel élément, je ne me rappelle plus, mais ça va me revenir. Et donc, quand il a observé, donc, il a tracé ici le spectre d'absorption. Et donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que, donc, à l'énergie, alors, ici c'est l'énergie zéro, mais c'est la différence entre le gap et l'énergie absorbée. Donc, lorsque cette énergie est égale à 0, ça veut dire que l'énergie absorbée correspond exactement à l'énergie de transition. Donc, il a observé ici qu'il y a une forte absorption sur ce niveau-là, ce qui veut dire que ici, on a un phénomène de résonance. Et ce phénomène de résonance se produit sans produire de vibration, donc à zéro phonon. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais été observé avant. Et donc, grâce à cette découverte, il a créé en fait la spectrométrie Mossbauer. Et il a même eu le prix Nobel de physique dû à cette découverte. Donc, il était PhD en 1955 et il a eu le prix Nobel de physique en 1961. Alors s'il avait, je pense qu'il a eu le prix Nobel de physique en 61, donc ça veut dire qu'il avait 32 ans quand il a eu le prix Nobel de physique. Maintenant, ce serait impossible. Les gens qui ont le prix Nobel de physique, ils ont 80 ans. Donc, alors, quelle est l'importance de ça? Pourquoi c'est important d'avoir la possibilité d'avoir une résonance sans création de phonons? Alors, avant de montrer l'importance, donc il y a quand même des conditions. Ce n'est pas tous les atomes du matériau qui est capable d'absorber le rayon incident sans recul et sans création de phonons. C'est seulement une partie des atomes. Et donc Mossbauer a calculé cette partie et il a donc trouvé qu'il y a une portion F des atomes présents dans le matériau qui est capable d'absorber sans recul le rayon incident, et la fonction et cette probabilité F qui dépendent de la température évidemment, puisque le système sur la température, le système vibre, est donné par cette expression. Donc, pour que donc, ce qu'on appelle le facteur F, donc c'est la probabilité pour qu'un atome du solide absorbe le rayon incident sans recul. Et donc, il a donc énuméré ici quelles sont les différentes conditions pour que cette fraction soit la plus élevée possible. Donc il faut déjà que les atomes, lorsque les atomes ont une faible vibration, donc pas de radiation très élevée, il ne faut pas que la radiation soit que l'énergie de la radiation soit très élevée, donc à basse température, puisque à basse température les vibrations diminuent. Il faut que l'énergie donc de transition soit entre 5 keV et 150 keV.
il ne faut pas que la masse atomique soit trop faible, et il faut que la température de Debye soit élevée. Donc ici, vous avez la température de Debye. La température de Debye mesure la rigidité d'un matériau, du réseau dans lequel le matériau existe. Donc ça, c'est des conditions pour faire du Morse-Bauer de manière optimale. Alors, il y a un atome qui remplit ces conditions. Il n'y en a pas qu'un, mais il y en a plusieurs. Mais il y en a un en particulier. Il est particulier parce que c'est le fer. Et le fer, c'est un atome qui est assez répandu sur Terre. Et donc, c'est un très bon candidat parce que tout le monde peut en faire. En tout cas, chercher du fer, ce n'est pas la chose la plus difficile. Et donc, pour qu'il y ait résonance, il faut que l'atome, le rayon émis, ait les mêmes énergies que l'énergie de transition nucléaire de l'atome réceptrice. Donc si on veut faire de Morse-Bauer avec le fer, c'est-à-dire qu'on veut sonder le fer avec un rayonnement, il faut trouver une matière radioactive qui émet, qui est capable d'émettre un rayonnement gamma qui a la même énergie que l'énergie de transition nucléaire du fer. Et donc ce matériau existe, c'est l'isotope 57 du cobalt. D'accord? Donc ici, on peut montrer que par une décroissance, une cascade électronique, on part donc du cobalt 57 et par décroissance électronique, on arrive ici à une transition entre 1 bit égale 1,5, donc un spin nucléaire de 1,5 et de 3,5. Entre ces deux spins-là, on a ici, lorsque le système revient dans son état fondamental, une émission de raies avec une énergie de 14 keV qui correspond à la transition nucléaire du fer. Et donc, les sources Morse-Bauer qu'on va utiliser, c'est cette source de cobalt 57 qui, en fait, ici, vous avez une image de la source. Donc, on met le cobalt 57 dans du rhodium qui est transparent. Et donc, on le pose dans une petite capsule et ça devient la source Morse-Bauer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la période est assez longue, 270 jours. Le nickel aussi, par exemple, on peut faire du Morse-Bauer avec le nickel, mais la demi-période dure 30 minutes. Donc ça veut dire que votre source de nickel disparaît en même pas une heure. Parce qu'après 30 minutes, son activité est réduite de moitié. Donc c'est pour ça que ce n'est pas tous les atomes qui sont éligibles. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que quand on analyse l'arrêt d'émission, donc l'arrêt de résonance du fer, il faut savoir que l'arrêt de résonance, c'est comme ça va donner la sensibilité de l'expérience, parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à voir si est-ce que l'énergie de transition est sensible à l'environnement de l'atome. D'accord? Cette énergie de transition peut être sensible à l'environnement de l'atome si cet environnement est soumis à un champ électrique ou soumis à un champ magnétique, par exemple. Donc, vous pouvez avoir soit des déplacements de niveau, soit une séparation de niveau. Si vous appliquez un champ électrique sur des niveaux électroniques, sur des niveaux nucléaires, et bien, vous avez un splitting, je ne sais plus comment on dit ça en français, un splitting de niveau d'énergie, et donc au lieu d'avoir deux niveaux d'énergie, vous avez une levée de dégénérescence. Donc vous avez changé
l'environnement du noyau. Et ce qu'on cherche en fait à étudier, c'est ça. Quelle est l'influence d'un champ magnétique, d'un champ électrique sur le noyau du fer? Et pour ça, il faut une sonde, et la sonde, c'est la sonde Mossbauer. Et plus la règle de résonance est fine, plus on est capable de voir les plus faibles variations qu'il peut y avoir. Et donc ici, on montre que si on calcule donc, la sensibilité de la règle de résonance, la sensibilité c'est gamma, donc la demi-largeur de règle divisée par la règle d'émission. Si on prend le cas du fer, eh bien, si on prend le cas du fer, gamma est donné, donc ici on a gamma est égal à h bar sur tau, tau étant donc le temps qu'il faut pour que l'émission, pour que l'état excité retrouve l'état fondamental. Donc c'est la durée de vie en gros de l'excitation. Et donc pour la résonance nucléaire du fer, ben c'est 10 puissance moins 13. Alors que dans le domaine de l'optique, par exemple dans le domaine du sodium qu'on a vu tout à l'heure, 10 puissance moins 8. Donc c'est un appareil qui est très très sensible au changement de variation du noyau, de l'énergie de transition du noyau du fer. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui est très très fin. Alors en rose ici, vous avez tous les atomes qui sont capables, qui sont des atomes Mossbauer. On a parlé du nickel tout à l'heure, mais il y a aussi le zinc, le germanium, tout ce qui est en rose ici. Mais tout dépend de la durée de la demi-vie. Les plus couramment utilisés dans les laboratoires, c'est le fer et l'étain. Je ne sais pas où est-ce qu'il est l'étain. Ici. Parce que leurs durées de vie sont plus longues. Vous avez des atomes comme l'europium qui sont des terres rares, qui ont des durées de vie de plusieurs siècles. Donc on achète une source pour toute la durée de la Terre, sauf que au lieu d'avoir 14,4 keV, on a 130 keV. Ça veut dire qu'il faut être capable de détecter 130 keV à la sortie dans votre équipement. Donc c'est des énergies qui sont quand même très élevées, et donc il faut trouver l'électronique qui va avec. Donc ça limite quand même leur utilisation. Alors justement, quels sont les équipements dont on a besoin? Donc on a besoin d'une source. Donc la source elle est là. Et on a besoin d'un détecteur de rayons gamma. Parce que qu'est-ce qu'on va mesurer? Donc on a un rayon incident, donc on parle d'ici, qui va traverser l'échantillon. Donc le matériau qu'on étudie. Et on a ici un détecteur. Donc ce détecteur va détecter le rayon gamma qui est transmis suite à la traversée de l'échantillon. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Comment on sait quel était le nombre de photons gamma qui a été envoyé? On mesure le nombre de photons gamma qui restent après le passage dans l'échantillon. Et donc, rayon incident moins rayon transmis est égal à rayon absorbé. Et donc, de cette manière, on sait exactement combien le matériau a absorbé. Et c'est ça qu'on veut étudier. Donc ici, on a ici un spectre. Donc, le spectre qu'on obtient, donc c'est l'énergie, c'est la forme. Donc ça traduit l'énergie, le nombre de photons qui a été absorbé par le matériau. D'accord? Donc ici, vous voyez par exemple, ici vous avez la source, le compteur. Donc le compteur, c'est un compteur à gaz. Donc une fois qu'il pénètre dans l'enceinte, il va ioniser le gaz et vous allez donc à la suite avoir une cascade électronique sous forme de courant. Donc à chaque fois qu'il y a une absorption,
eh bien, il y a une cascade, et donc le compteur va compter combien de fois il a reçu une cascade électronique, et donc ça correspond exactement au nombre de photons qui ont été absorbés. On cherche à voir si il y a une variation de l'énergie d'absorption. Or, notre source est une source monochromatique. Il émet une seule valeur de l'énergie. Donc si l'énergie a changé, comment on sait? On ne saura jamais si l'énergie incident est fixe et que l'énergie du récepteur a changé. Donc vous n'aurez pas de chance de voir la résonance. Donc vous n'allez pas observer ce changement. Donc pour pouvoir observer ce changement, il faut faire varier l'énergie de la source. Et donc pour faire varier l'énergie de la source, on va monter la source sur un petit moteur, donc sur un petit chariot, et on va faire bouger la source de cette manière. Pourquoi de cette manière? Parce que ça permet, par effet Doppler, d'avoir ici un delta E qui permet de balayer une gamme d'énergie. Donc c'est pour ça que la source est montée sur un moteur, donc là on voit, un moteur donc, qui est capable de délivrer un signal qui correspond au mouvement de la source. Donc ça permet de faire un balayage. Donc ici vous avez le balayage en énergie et le nombre de photons absorbés qui correspond au spectre de l'échantillon. Alors on va revenir sur la forme des spectres après. Donc tout ça en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on ait de l'électronique avec ça. Donc ici vous avez toute la partie mesure. Donc vous avez un détecteur. Comme ces signaux sont quand même très très faibles, on va amplifier le signal. On va avoir des signaux analogiques qu'on va discriminer, qu'on va classer dans un analyseur, et tout ça en synchronisation avec le mouvement de la source. Donc ici vous avez aussi un asservissement qui va synchroniser le nombre de... Donc au moment où le détecteur détecte un photon, il faut qu'on sache à quelle position était la source. Parce que la position de la source correspond à l'énergie. Donc ici, dans tout ça, vous avez un système qui va synchroniser tout ça et qui va permettre d'enregistrer un signal qui correspond à l'absorption des photons par le détecteur. Donc maintenant qu'on a compris comment on fait les mesures, quelles sont les informations qu'on peut obtenir, informations physiques, avec cette expérience? Qu'est-ce qu'on peut mesurer? On a vu un spectre, mais ça veut dire quoi le spectre? Quelles sont les grandeurs qu'on peut mesurer? Donc les grandeurs qu'on peut mesurer sont en lien avec l'interaction de l'atome récepteur avec son environnement. Donc un atome, il est dans un environnement donné. Donc cet environnement, c'est soit électrique, soit magnétique, soit les deux en même temps. D'accord? Donc vous avez une interaction qu'on appelle l'interaction monopolaire. Donc c'est l'interaction de l'atome, du noyau atomique, avec les électrons de ces atomes voisins. Donc c'est une interaction électrostatique. Vous avez aussi une interaction qui est due à la déformation du nuage électronique autour du noyau. Si vous appliquez un champ électrique ou si vous appuyez sur le bateau, vous pouvez déformer le nuage électronique qui entoure le noyau. Et donc, à ce moment-là, vous avez un moment quadripolaire qui va apparaître, et donc un gradient de champ électrique. Et donc, votre noyau, il est dans un environnement où le champ électrique varie autour de lui. Et donc là, on va avoir une interaction qu'on dit interaction quadripolaire. Et puis, vous avez l'interaction magnétique. Les atomes peuvent porter des moments magnétiques.
et donc peuvent influencer les autres atomes voisins. Et donc on va détecter si est-ce que l'atome qu'on est en train de sonder est soumis à un champ magnétique ou pas, qui viendrait de ses voisins. Donc si on prend donc la première interaction, donc l'interaction monopolaire, donc c'est une interaction coulombienne, hein, électrostatique, qui est due à quoi? Qui est due aux électrons d'orbital S qui viennent des atomes voisins et qui interagissent avec le noyau. Alors cette interaction se traduit comment? Se traduit par un shift des niveaux nucléaires. Donc quand le système subit ça, et donc ici en l'occurrence l'absorbeur, l'absorbeur va avoir un shift de ce niveau nucléaire. Et le spectre qu'on a là, ça correspond à quoi? Ça correspond à la transition nucléaire. Donc ça c'est l'arrêt d'émission, mais comme là on est en absorption, donc le spectre il est à l'envers. D'accord? Donc ça correspond à l'arrêt d'émission, mais c'est l'arrêt d'absorption en fait, parce que c'est dans l'absorbeur. Et donc, au lieu d'avoir le même niveau qu'ici, à cause de cette interaction coulombienne, les niveaux d'énergie vont shifter de la même manière. Et donc, ça va se traduire ici par un décalage de la position du pic. Et c'est ça ce qu'on peut mesurer sur un spectre. On repère le zéro et on mesure combien le pic s'est déplacé par rapport au zéro. Le zéro, si on a exactement les mêmes niveaux là ici de l'émetteur et du récepteur. Et donc, ce qu'on peut mesurer, c'est ce qu'on appelle l'isomer shift. Donc, c'est le décalage chimique. Les gens qui font de la RMN vont appeler ça le décalage chimique. Et donc, ce décalage chimique, quel est son intérêt? Ce décalage chimique, il est proportionnel à la densité d'états électroniques autour du noyau. Et si on connaît la densité d'états électroniques autour du noyau, on peut connaître quel est l'état d'oxydation de l'atome, quel est son état de spin, quelles sont ses liaisons, quel type de liaison atomique il peut avoir, quelle est sa valence et quelle est son électronégativité. Donc on peut savoir ici, on peut savoir par exemple si c'est un fer 2 ou si c'est un fer 3. On peut savoir si c'est plutôt métallique, si ici il a plutôt des liaisons métalliques, covalentes ou ioniques. Donc ça, ce sont des informations importantes quand on fait de la chimie, quand on fait des matériaux, quand on fait de la géologie par exemple. C'est très important de savoir si dans l'argile c'est du fer 2 ou du fer 3. On peut dater comme ça l'échantillon. Donc on peut connaître toute la chimie autour de l'atome. Le déplacement quadripolaire, donc l'interaction quadripolaire, est due à quoi? Est due à la déformation du nuage électronique autour du noyau. Et donc, s'il y a une déformation, ça veut dire qu'on va avoir un moment quadripolaire. S'il n'y a pas de déformation, on peut considérer qu'on a une sphère, que le noyau est dans une boule subornosphérique d'électrons. Mais s'il y a une déformation, ça peut s'allonger ou ça peut s'aplatir. Et donc, dans ce cas-là, on crée un gradient de champ électrique. Et ça se traduit comment? Eh bien, ça se traduit par une levée de dégénérescence de l'état excité. Et donc, au lieu d'avoir une transition, on a deux transitions. C'est ce qu'on voit ici. On a une transition, deux transitions. En mécanique quantique, on dirait que c'est l'effet Stark. Et donc, on peut mesurer la distance entre les deux pics ici, qui va donner un paramètre hyper fin, donc qu'on appelle l'écart quadripolaire. D'accord? Cet écart quadripolaire est en lien direct avec la symétrie locale dans laquelle est l'atome.
Si l'atome est dans une symétrie sphérique, dans un nuage électronique sphérique, ce qui correspond par exemple à tout ce qui est système cubique, et bien dans ce cas-là, le delta Q ici va tendre, donc ce delta Q, il est en lien, donc il est égal à cette expression-là, où EQ c'est le moment quadrupolaire, VZZ, eh ben, c'est un élément de, donc c'est la composante suivante Z du gradient de champ électrique dans lequel est plongé le noyau, et nu ici, c'est un paramètre d'asymétrie qui est égal à Vxx moins Vy divisé par Vzz. Donc si le système est symétrique, Vxx égale à Vy, donc c'est ça, c'est égal à 0, et et Q aussi est égal à 0. Donc ici on voit, par exemple, si c'est sphérique, eh ben, on a Q est égal à 0. Si ça a forme de cigare, eh ben, Q est positif, et si c'est plutôt aplati, Q est négatif. Et donc, qu'est-ce qui peut influencer tout ça? Eh ben, ce qui peut l'influencer, il y a deux choses. Il y a la contribution du réseau. D'accord? Donc, le réseau, le système est donc entouré d'un réseau qui ont des charges, soit des charges ioniques, soit des charges électroniques, mais aussi les électrons de valence de l'atome même aussi peuvent jouer un rôle sur ce moment quadrupolaire. Et donc, quelles sont les informations qu'apporte la connaissance de ce paramètre qui est mesurable, hein? On a vu tout à l'heure qu'on peut le mesurer directement ici en mesurant cette distance. Et donc, ça apporte des informations sur l'état d'oxydation, sur l'état de spin, mais surtout sur la symétrie locale dans laquelle est l'atome. Donc on est capable de savoir si l'atome est dans une symétrie cubique, rhomboédrique, hexagonale. Et donc là aussi, ça permet de faire des études de structure de votre système. Et puis le dernier, c'est l'interaction avec les moments, c'est l'interaction avec les champs magnétiques locaux. Donc s'il y a un moment magnétique nucléaire, ce moment magnétique nucléaire va interagir avec le champ magnétique local, et donc on va donc avoir ici un changement aussi du niveau de l'état excité. Et donc en fonction du spin, donc sur le spin 3,5, on va voir donc une levée de dégénérescence, et sur le spin 1,5 aussi. Et on va avoir non pas une raie, deux raies, mais 6 raies possibles, parce qu'il y a 6 transitions électroniques possibles. Et donc le spectre va avoir cette allure-là. Chaque raie ici correspond à une transition nucléaire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mesurer ici? On peut mesurer quelle est la valeur du champ local ressenti par l'atome. Et donc cette valeur est directement mesurable parce qu'elle correspond à l'écart entre la première raie et la 6e raie, qu'on peut mesurer directement. Bon, ici, on vous dit quelle est l'origine du champ qui est ressenti par l'atome. Donc, il y a les moments orbitaux, enfin, les champs dus au mouvement orbital de l'échantillon des électrons, le champ dû au spin des électrons, aux électrons de conduction et aussi aux interactions d'échange. Mais tout ça, c'est intégré, donc on est bien incapable de dire quelle est la contribution la plus importante. Ça va dépendre du matériau. Si c'est un matériau magnétique, pas magnétique, conducteur, pas conducteur. Alors, une chose aussi importante, c'est que lorsque le matériau est magnétique, vous avez 6 raies. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Et donc, l'écart ici donne une information importante sur quel est le champ local vu par l'échantillon. Mais les intensités des raies aussi donnent une information importante,
Parce que les intensités de raies dépendent de la direction du champ hyper fin par rapport à un champ magnétique extérieur. Donc si on applique un champ extérieur, on va modifier, ici vous voyez, là c'est sans champ magnétique extérieur, là on applique un champ magnétique extérieur, donc ici le champ magnétique extérieur est de sens opposé et dans le même sens que le rayon gamma, ici le champ magnétique extérieur est perpendiculaire au rayon gamma, donc on a une modification des intensités de raies, donc qui va nous donner une information sur comment est orienté le moment magnétique à l'intérieur du matériau. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous compreniez à quoi, enfin, quelles sont les informations et qu'est-ce qu'on peut déduire comme information sur le chantier. Donc ici, par exemple, vous avez différents dispositifs, hein, puisque nous, on travaille surtout sur le magnétisme. Donc, tous les phénomènes magnétiques, les phénomènes de base de magnétisme se passent, dans la plupart des cas, à basse température. Parce que vous savez que lorsqu'on augmente la température, le magnétisme disparaît. Donc, si on veut étudier le magnétisme, on a intérêt à avoir des dispositifs à basse température. Donc, basse température, ça veut dire quoi? Ça veut dire de 4 Kelvin jusqu'à 300 Kelvin. Mais on peut aussi faire les mêmes études à plus haute température. On peut aussi, l'intérêt aussi, si on veut voir, par exemple, quelle est l'orientation des moments magnétiques, il faut appliquer un champ. Et on a des dispositifs qui peuvent atteindre des champs de 9 Tesla. Donc c'est les mêmes champs que l'on utilise à l'hôpital pour faire des imageries par résonance magnétique. Donc je vous ai dit tout à l'heure donc la géométrie. Hein. Alors juste pour information, la technique Mossberg a été utilisée par exemple par les astronautes, pour sonder le sol de Mars. Donc il y a eu, alors je ne sais plus à quel moment ça a été, c'était en 2004, voilà, c'est écrit ici. Et donc on a envoyé, donc ici c'est un petit robot dans lequel il y a le spectromètre, hein. Mais au lieu d'étudier puisqu'on ne voit pas quelqu'un, il n'y a personne sur Mars, à ma connaissance en tout cas, qui va prendre un échantillon et qui va mettre l'échantillon entre le compteur et la source. Donc, il y a une autre version de la spectrométrie Mossbauer, c'est de faire de la spectrométrie Mossbauer par réflexion. C'est-à-dire qu'on va envoyer le rayon gamma va interagir avec le matériau, une partie va être transmise, mais une partie va être réfléchie. Et donc c'est la partie réfléchie qu'on va utiliser sur Mars, puisque on va bombarder le sol avec un rayon gamma et on va compter quels sont les rayons gamma qui sont réfléchis. Et donc ça a permis ici d'avoir un spectre. Alors là le spectre il est à l'envers par rapport à la transmission parce que c'est un spectre de réflexion. Et donc ça a permis ici d'étudier le sol de Mars, et donc on a trouvé du fer déjà sur Mars, première information, et on connaît même si c'est du fer 3 ou du fer 2. Et donc avec d'autres analyses, on a déduit que ce sont des silicates, que le sol contient des silicates ou des olivines. On peut aussi utiliser cette même technique pour faire de l'archéologie. Donc on trouve dans divers endroits du monde hein, c'est pas des casernes, mais des grottes dans lesquelles dans le temps très ancien, des gens ont représenté donc sur les parois des grottes
différents aspects de leur vie en utilisant donc des colorants. Et donc avec le Mossbauer, on a pu, alors souvent ce sont des oxydes de fer qu'ils utilisent comme colorant, et donc on a pu ici révéler quel type de colorant ils ont utilisé pour faire ces peintures. Alors dans des endroits dans des temps un peu plus modernes, eh bien, on peut par exemple ici, cette image permet de savoir quelles sont les différentes applications de la spectrométrie Mossbauer que peut emmener la spectrométrie Mossbauer. Donc on peut étudier la dynamique par exemple, donc des relaxations de Néel ou les diffusions de Brownian. On peut aussi faire des études de structure magnétique avec des effets non collinéaires, donc les spin quantiques. On peut aussi étudier l'agglomération de particules, la viscosité, et puis appliquer des champs pour étudier la structure électronique. Comme le temps avance, et que vous avez quand même, il faudrait quand même qu'on échange, il n'y a pas que moi qui dois parler. Ce que je vous propose, c'est que j'ai récemment fait une petite étude rapide sur des oxydes de fer qui viennent d'un Tanfutz d'ici. Donc je vous propose de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technique pour analyser ce type d'échantillon. Parce que j'ai 74 slides et on est qu'à 40 et il est déjà 15 heures. Donc je propose si vous voulez des informations sur vos études que j'ai faites, mais c'est des études plutôt sur des échantillons qui vous intéressent. Donc voilà, donc j'ai récupéré des oxydes de fer, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Alors c'est pas cela, parce que ce que j'ai récupéré dans Tanfutz, c'est des poudres. Donc ça vient de ces espèces de cailloux, mais qu'on a broyé, mais ça vient à côté de Tuléa, que j'ai récupéré récemment, et que je n'ai pas encore eu le temps d'étudier. Mais donc Nirine et Touk, quand ils sont venus la dernière fois, ils sont venus avec des poudres d'oxyde de fer qui viennent d'un Tanfutz. Et donc j'ai regardé, enfin c'est pas moi, mais j'ai demandé qu'on regarde au microscope électronique quelles étaient la forme des grains. Donc ici vous voyez donc les oxydes de fer. On a aussi fait des analyses. Donc ici vous avez des analyses par EDS. Donc, donc on va bombarder l'échantillon par des rayons X et les rayons X donc, vont être absorbés et réémettre des rayons X. Et les rayons X réunis, on va les analyser et leur énergie va dépendre de la nature chimique des atomes qui les ont émis. Donc, on voit ici par exemple que cet oxyde de fer, censé être un oxyde de fer, contient en fait un tout petit peu, donc beaucoup d'oxygène, beaucoup de fer, ce qui est normal pour un oxyde de fer, mais aussi d'autres éléments plus ou moins riches. Donc il y a surtout le titane, les autres aluminium, le silicium, manganèse sont assez élevés. Il y a du titane. Et donc, on a fait une image chimique, donc on a pris cette photo qui représente les poudres et on a fait une image chimique et donc on voit bien ici que, donc ça c'est l'image du fer, ça c'est l'image de l'oxygène, donc on voit bien que c'est l'image du fer et l'image de l'oxygène qui sortent le plus, hein, et l'image du titane un peu. Le reste en fait il n'y a pratiquement pas, donc ça peut être dans la marge d'erreur. On peut dire donc qu'on a un oxyde de fer qui est un peu dopé au titane.
Alors, cet oxyde de fer est censé être de la magnétite. Donc, ça veut dire Fe3O4. D'après toujours nos amis. On va voir s'ils ont menti ou pas. Donc, je me suis dit, bon, oxyde de fer, c'est intéressant, ce sont des oxydes magnétiques. Moi, mon domaine d'étude, c'est le magnétisme. Donc, ici, un petit rappel. Donc, l'oxyde de fer, c'est Fe3O4, donc c'est un système cubique. Hein. Et les atomes de fer sont dans deux sites. Donc, les sites octaédriques et les sites tétraédriques. D'accord? Et donc, dans la maille de la magnétite, donc vous avez 32 molécules de Fe3O4, dont 8 fers occupent le site tétraédrique. Donc, en rouge, là, c'est des espèces de pyramides. Et puis, il y a 16 autres qui occupent 16 autres fers qui occupent les sites octaédriques. Donc, c'est des petites cages en verre. Donc, on peut calculer, par la mécanique quantique, on peut calculer. Donc, cette structure est ce qu'on appelle une structure spinelle. On peut calculer quel est le moment magnétique du fer 3 et quel est le moment magnétique du fer 2. Donc, dans les sites octaédriques, donc dans les petites cages en verre ici, vous avez soit du fer 3, soit du fer 2. Dans les sites tétraédriques, vous n'avez que du fer 3. Ça, c'est ce que dit la théorie. Donc, quand on regarde, si on fait le bilan magnétique de tout ça, donc on a 8 fers 3 dont chacun porte un moment magnétique de 5 μB, et on a dans les sites tétraédriques, et en site octaédrique, on a 8 fers 3 et 8 fers 2, qui chacun porte 4 μB. Et donc, si on fait le calcul, donc le moment magnétique de cette maille, de la molécule, pardon, doit être de 4 μB. Et lorsqu'on fait des expériences qui ne sont pas des expériences de Mossbohr, des expériences de mesure magnétique ou de neutrons, de diffraction de neutrons, on trouve expérimentalement 4,1 μB. Donc théoriquement, on peut avoir 4 μB, et expérimentalement, on trouve 4,1 μB. Donc on peut dire que le modèle qu'on a imaginé est un bon modèle. J'ai enregistré le spectre à 300 Kelvin. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois, donc, on devine que j'ai des structures avec 6 raies. D'accord? Mais qui ne sont pas aussi réguliers que j'ai montré tout à l'heure. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est dans le cas d'un atome de fer dans une seule phase. En fait, là, ça veut dire qu'il y a plusieurs atomes de fer et dans plusieurs environnements. Ça tombe bien parce que je m'attends à ce que le fer soit dans un environnement octaédrique et tétraédrique. Donc, avec le Mossbohr, j'ai pu donc conclure que le fer est dans 3 environnements. Donc, composante 1, composante 2, composante 3. Lorsqu'on affine le spectre, le meilleur fit qu'on a obtenu, c'est ça. Est-ce que ça a un sens physique? Parce que mathématiquement, on peut fuiter tous les spectres du monde, hein, on va toujours trouver une solution, mais est-ce que physiquement ça a un sens? Et donc, j'ai mesuré les paramètres, donc le déplacement chimique, le déplacement quadripolaire, le champ hyperfin, et je peux même savoir quel est le pourcentage de qu'occupe chaque site. Et donc, après analyse, en comparant avec des données, j'ai donc identifié le fer 3 qui est dans le site tétraédrique. D'accord? Parce que je connais à l'avance quels doivent être ces paramètres-là pour le fer 3 en site tétraédrique. Et puis, j'ai aussi identifié le fer 3 en site, enfin, un fer entre 3 plus et F et 2 plus en site
octaédrique. Alors, je ne peux pas me prononcer ici parce que j'ai qu'une seule valeur. Je n'ai pas une valeur pour Ff3 et une valeur pour Ff2. Et ça, c'est normal. C'est normal parce que dans le cas de Fe3O4, à haute température, le fer qui sont en site octaédrique, en fait, comme la température est trop élevée, eh bien, ce fer-là, il échange des électrons entre les sites. Donc, un site, à un moment donné, il est fer 3, à un autre moment, il est fer 2. Et moi, lorsque je fais la mesure, je fais une mesure sur un temps assez long, donc je fais la moyenne. En site octaédrique, tétraédrique, il n'y a pas ça parce qu'il n'y a qu'un seul espèce de fer. En site octaédrique, vous avez deux espèces de fer qui, à basse température, peut échanger des électrons et donc peut changer l'état de spin à tout moment. Donc pour éviter ça, il faut travailler à basse température. Et il se trouve que dans le cas de Fe3O4, il y a ce qu'on appelle la transition de Morin qui est à 110 Kelvin. En dessous de cette température, il n'y a plus cet échange électronique. Les électrons sont à basse température, restent dans leur environnement et donc ne fait plus ce hopping entre deux sites. Et donc il faut faire une mesure à basse température pour être sûr de la répartition entre fer 2 et fer 3 en site octaédrique. Mais ma surprise, c'est que je n'avais cette... Donc j'ai identifié deux composantes qui correspondent au Fe3O4, mais j'ai une composante en plus. En fait, cette composante en plus correspond aux paramètres de l'hématite, donc alpha Fe2O3. Ça veut dire que le fameux magnétite de Anton, il n'est pas du tout pur. Il y a deux phases d'oxyde de fer, il y a l'hématite et la magnétite. Et j'ai vérifié la semaine dernière par rayons X qu'effectivement, en diffraction X, on voit l'hématite. Mais c'est pas très... C'est rare que des minerais naturels soient purs. Hein. C'était le contraire qui serait plus étonnant. Si on avait trouvé de la magnétite pure, là on se poserait la question, soit vous l'avez acheté, soit on risque d'être très riche bientôt. Mais ce que je ne m'attendais pas à avoir un truc pur, hein, parce que ça n'existe pas. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que j'ai dégrossi un peu le mythe du Mossberg, et puis avec un exemple qui peut vous intéresser. Donc l'idée maintenant,